Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 100 questions du Private Equity. Notre émission avance semaine après semaine et on s'approche bientôt de la fin. On est à peu près à 80 questions autour de ce secteur. Et puisqu'on s'approche de la fin, eh bien, on va regarder aussi un sujet qu'on voit apparaître à la fin, ou proche de la fin des opérations de Private Equity. Il s'agit de la case désormais obligatoire du Conseil de la concurrence. Alors pour en parler, comme d'habitude, avec moi en studio, Monsieur Farid Moussaoudel, notre expert en capital investissement. Bonjour Farid. Bonjour Adil. Comment ça va? Très bien. Et puis cette semaine, et vous allez me le confirmer Farid, on accueille avec nous en studio véritablement un expert, une sommité en droit de la concurrence. Il ne le dira pas, mais on va le dire à sa place. Je parle de Monsieur Maître Saad Mernissi, associé au cabinet Figis Mernissi et conseiller juridique. Saad, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le disais en introduction et je vais le redire, vous êtes l'un des premiers experts, vous avez développé beaucoup d'expérience autour de ce droit de la concurrence et on va essayer d'en tirer le maximum de vous en ces petites minutes qu'on a pour cette capsule. Alors, ma première question, le Conseil de la concurrence est devenu une étape incontournable dans les opérations de private equity. On voit passer des avis quasi quotidiens dans la presse. Nous, presse, et j'imagine l'écosystème en général, arrive à avoir des informations autour des opérations qui se produisent. Et ma première question est la suivante. Pourquoi les entreprises doivent notifier au Conseil? Écoutez, merci déjà pour votre invitation. Effectivement, c'est devenu un élément essentiel, les aspects droit de la concurrence et notamment ce dont on va parler, c'est-à-dire la notification au Conseil de la concurrence, pour les opérations de private equity et les opérations d'acquisition au sens large du terme. Effectivement, la législation a évolué, elle a mis du temps à rentrer en vigueur, on y reviendra peut-être. Et aujourd'hui, on a effectivement cette étape obligée. Alors on verra qu'il y a quand même des conditions, ce n'est pas toutes les opérations qui sont concernées, mais en tout cas les opérations principales sont concernées. Et cette évolution, elle est liée à un des aspects du droit de la concurrence qu'on appelle le contrôle des concentrations. En fait, certains types d'opérations sont considérés comme des concentrations et elles nécessitent, pour pouvoir être réalisées, d'avoir l'accord, l'autorisation du Conseil de la concurrence. Donc cette instance qui est une instance constitutionnelle, qui est un régulateur, ce qu'on appelle un régulateur au sens juridique mais aussi économique, donc qui a pour charge une mission principale qui est la protection de l'ordre public économique. Et donc, dans ce cadre-là, certaines opérations, on estime, de par leur taille, de par les acteurs qui sont impliqués, on a besoin qu'elles soient revues par cette institution pour qu'elles ne perturbent pas l'ordre établi, l'ordre économique. Et c'est justement par ça qu'on passe justement sur le principe de cette notification. Alors qu'est-ce que c'est cette notification? Pour faire simple, au moment où l'opération va se mettre en place, on va trouver en fait une première étape, on va commencer à rédiger la documentation juridique. Et au moment où la documentation juridique est finalisée, figée, on va dire, on va rentrer dans cette étape, justement, de la notification. Tout à l'heure, vous disiez, on arrive en fin de course de l'opération. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'esprit commun des entreprises, c'est-à-dire que c'est la dernière étape, la dernière case à cocher. En fait, plus les opérations sont un peu complexes, plus le droit de la concurrence évolue, plus on est censé remonter dans le rétroplanning et on est censé avancer quasiment en parallèle sur la finalisation de la documentation juridique. Comme ça, si on a un sujet concurrentiel à ce moment-là, il faut le gérer et pas attendre cette étape finale dans laquelle on se dit il ne nous reste plus que la validation du Conseil et c'est à ce moment-là que surgit des potentielles problématiques qui sont liées au droit de la concurrence. Voilà sur le schéma expliqué de façon très large, mais je pense que vous allez vouloir rentrer un peu dans le détail. Bien sûr. Alors dites-moi, déjà en termes de seuil, qui a l'obligation de notifier? À partir de quel moment on est obligé de le faire? En fait, il faut déjà qualifier, comme je vous disais, on est dans le contrôle des concentrations. Déjà, vous avez deux étapes à faire. La première, c'est est-ce que l'opération est qualifiée de concentration? Et donc c'est quoi une concentration? C'est une acquisition. Voilà. Donc un opérateur va prendre tout ou partie du capital d'une entreprise. La deuxième, c'est la fusion. Et la troisième, c'est quand on crée une entreprise commune, on appelle joint venture, JV. Dans ces trois cas de figure, on a la concentration. Donc on a coché la première étape. Okay. Mais cette étape, elle doit être accompagnée d'une deuxième étape. C'est des sujets de seuil. Alors bon, c'est des sujets de chiffres. On a des seuils sur des chiffres d'affaires internationaux, sur des chiffres d'affaires locaux. Sur les chiffres d'affaires internationaux, c'est 1,2 milliard et 50 millions de dirhams réalisés au Maroc. Sur les chiffres d'affaires locaux, c'est 400 millions de dirhams et 50 millions de dirhams réalisés au Maroc. Voilà pour les sujets larges. Et un sujet sur lequel il ne faut pas oublier, c'est également les parts de marché. Si on dépasse 40% de parts de marché,
on a franchi aussi un seuil. Donc ce n'est pas que des seuils de chiffre d'affaires. Très clair. Farid, une réaction? Merci Adil, merci Maître. Moi, je vais prendre un des principaux seuils, donc c'est le chiffre d'affaires. Si je prends le cas d'une opération de capital investissement, comment ce chiffre d'affaires est calculé? Est-ce qu'on va prendre le chiffre d'affaires d'abord de la cible, la société qui sera acquise, ou bien on va prendre le chiffre d'affaires de la société de gestion qui est constituée par les frais de gestion, les management fees, ou bien on va aller chercher la somme du chiffre d'affaires des sociétés qui sont dans le portefeuille du fonds. Ou bien on va aller plus loin, aller chercher les sociétés des bailleurs de fonds. Exactement. Ça a été un grand débat. Et ce débat, il est, j'allais dire, pas complètement tranché encore au Maroc. Et d'ailleurs, même si on reprend l'exemple, le modèle sur lequel on s'est développé, qui est le modèle européen, même ce sujet-là n'est pas tranché. On n'a pas de régime particulier qui est dédié au private equity en Europe, qui est censé être le modèle. L'exemple du développement du droit de la concurrence, parce que dans le développement de l'Union européenne, la concurrence est un des piliers de l'Union européenne. En fait, comme on gère aujourd'hui, on ne remonte pas au-dessus de la société de gestion. On est au maximum sur la société de gestion, c'est le maximum dans lequel on est. Donc on ne va pas aller chercher les LPs, les bailleurs de fonds, ceux-là on ne va pas les chercher, c'est sûr. Ensuite, malheureusement, on doit prendre tous les fonds et toutes les participations. Et quand les participations mettent en place ce qu'on appelle, elles détiennent un contrôle, alors ce n'est pas le contrôle au sens du droit de société qu'on connaît, ce n'est pas 50% plus une voix, c'est le contrôle au sens du droit de la concurrence, c'est-à-dire qu'on a une influence déterminante dans la gestion de l'entreprise. Okay. Donc même si on est minoritaire et qu'on ait bénéficié par exemple d'un droit de veto sur le budget, les acquisitions, les désinvestissements, investissements, etc., on a le contrôle, et si on a le contrôle, on doit consolider à 100% du chiffre d'affaires, même si on détient une part minoritaire de 5%, 10%, 15%. Ce qui fait qu'on atteint très vite les seuils. Et c'est pour ça que la plupart des opérations de private equity tombent dans le sujet. Grâce à la réforme de 2023, 2022, pardon, les seuils ont été augmentés pour les seuils marocains, et notamment le fait qu'on avait dit c'est 400 millions de dirhams, donc cumulés, et au moins 2 des entreprises dans l'opération font plus de 50 millions de dirhams. Ce qui est un avantage pour le venture capital, pour l'écosystème des startups, on va dire ça comme ça. Puisque avant, elles étaient prises par le chiffre d'affaires qui était réalisé par l'acquéreur, alors qu'elles pouvaient ne pas avoir de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires minime. Aujourd'hui, comme les deux doivent faire plus de 50 millions, on a réussi à écarter pas mal d'opérations de venture capital par le fait que la cible, finalement, avait parfois même pas de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires très, très limité. Donc voilà un peu la logique de seuil. Mais encore une fois, il faut juste comprendre que la notification au Conseil de la concurrence et cette autorisation qui doit être obtenue, elle ne doit pas être comprise comme une autorisation administrative. Ce n'est pas un sujet, vous ne demandez pas un permis de construire. C'est-à-dire que vous ne doit pas cocher des cases. Vous ne devez pas juste assembler des documents, les transmettre en disant si le dossier est complet, vous avez l'autorisation. Il y a aussi une analyse qui est l'analyse concurrentielle. Et là, on a dépassé ces questions de seuil, de chiffres, etc. On arrive sur le cœur du sujet, qui est comment on va décrypter un peu l'opération. Qu'est-ce que ça va impacter, qu'est-ce que ça va impliquer, les secteurs, tous ces sujets-là. Donc ça, c'est, j'allais dire, une fois qu'on a passé toute la partie, entre guillemets, administrative, c'est le cœur du sujet qui va être l'analyse concurrentielle. Alors tout à l'heure, en évoquant les seuils, vous avez parlé de cette notion aussi de part de marché qui est un seuil pour notifier. Or, dans plusieurs secteurs, on n'a pas du tout d'informations. Alors comment vous faites pour justement avoir les parts de marché dans ces secteurs-là où l'information publique est quasiment absente ? C'est là que je vous disais, on n'est pas dans une démarche purement administrative. On arrive sur un travail effectivement de fond. Alors ce travail, il est fait par les entreprises, conjointement avec les conseils. Parfois, on n'a pas uniquement que des conseils juridiques. On peut avoir également des conseils qui peuvent faire une étude sectorielle. En fait, on a un peu un avantage avec le private equity par rapport au secteur, par exemple, industriel ou d'autres types de secteurs. C'est que parfois, les fonds font ce travail. Parce que dans la logique d'investissement, dans la décision d'investissement, il faut alimenter en information les comités d'investissement. Et souvent, dans des secteurs un peu nouveaux ou très concurrentiels, on a un document de travail dans lequel nous, on s'inspire en fait pour pouvoir travailler justement sur ces sujets. On commence à avoir des idées sur les concurrents, les parts de marché. Et surtout, le premier sujet qu'on doit traiter, c'est ce qu'on appelle le marché pertinent. C'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises qui peuvent être actives dans pas mal de secteurs. Mais dans le cadre de cette opération, quel est le secteur? Si vous avez, alors on n'a pas des conglomérats au Maroc, mais enfin on a comme des entreprises qui sont quand même actives dans pas mal de sujets un peu différents. Est-ce qu'on est dans tel ou tel secteur industriel? Est-ce qu'on est dans tel ou tel secteur de commerce? Et donc, et ça c'est lié évidemment avec l'opération de la cible. Parce que ce qu'on cherche, c'est quel est l'impact pour l'acquéreur post-acquisition et pour la cible post-acquisition. Si l'acquéreur va renforcer ses parts de marché
par l'acquisition de la cible, ce qui est a priori un peu ce qui est cherché quand même, recherché. En tout cas, il faut qu'il y ait une synergie, sinon il n'y a pas de, sinon on est dans une holding d'investissement. Alors ça c'est le principe, ça c'est le private equity, donc ça c'est la logique. Mais pour un opérateur sectoriel, lui, il cherche ça. Pour un fonds, ça va être parfois une certaine forme de diversification, mais parfois on a des fonds aussi qui, sociétés de gestion sont communes, mais les fonds peuvent être des fonds un peu sectoriels, des fonds qui peuvent être aussi liés à une région particulière du monde ou à un pays. Et donc là, on risque d'avoir un sujet éventuellement concurrentiel parce que, je ne sais pas, un fonds fait une acquisition dans le secteur alors prenons les grands secteurs, hein, sur les secteurs par exemple de l'enseignement ou de la santé. Bah, aujourd'hui, vous avez certains fonds qui sont à leur 3e, 4e acquisition. Et donc, quel est l'impact en fait du fait qu'un fonds puisse détenir dans son portefeuille 3 ou 4 participations dans le secteur? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que de par du fait qu'on notifie, parce qu'on parle des opérations que notifiables, il a le contrôle au sens du droit de la concurrence, c'est-à-dire qu'il a un certain contrôle sur certaines décisions? Quel est l'impact quand, par exemple, le fonds va décider de bloquer un investissement par une de ses participations et l'autoriser dans un autre? Est-ce qu'à un moment, on n'est pas en train de fausser le jeu de la concurrence? Exactement. Parfait. Merci, Maître. Cette lettre de notification, souvent, elle est envoyée entre le sign-in et le closing d'une opération de capital investissement. Durant cette période, comment la relation elle est gérée entre les entreprises concernées sans tomber dans des pratiques anticoncurrentielles? En fait, c'est tout le sujet d'enjeu. Je vous disais, il faut qu'on démarre avant, en principe. Donc le travail doit être démarré avant. Par contre, la pratique veut qu'on ne dépose au Conseil de la concurrence une notification que quand on a un document engageant, binding pour parler en bon français. Donc le plus souvent, c'est on a signé le SPA, convention d'investissement, peu importe quelle opération qui est mise en place. Et à partir du moment où on a signé ce document, bah, on est déjà à la phase, j'allais dire, principale, entre guillemets, du deal, puisqu'après, il ne reste que le closing, donc la levée des conditions suspensives, etc. Et dans les conditions suspensives, il y a l'autorisation du Conseil de la concurrence. Et en fait, on a déjà réalisé la grosse part de l'opération. Et parfois, on peut tarder un petit peu à arriver sur la partie closing. Et il faut savoir qu'en termes de sanctions, on parle souvent du défaut de notification, c'est ce qu'on appelle le gun jumping. Et le défaut de notification, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir oublié de notifier ou de ne pas avoir notifié à dessein ou avoir une mauvaise connaissance de la réglementation. C'est aussi le fait d'avoir notifié, mais avoir réalisé l'opération avant l'autorisation du Conseil. Mais attention, quand on parle de réaliser l'opération, ce n'est pas le fait de lever toutes les conditions suspensives, c'est d'avoir un comportement je vois. qui fait qu'en fait, on a, dans les faits, réalisé l'opération. Alors le plus classique, il y a une jurisprudence européenne qui est assez connue là-dessus, qui est dans le secteur des télécoms. Il y avait l'acquisition entre 2 gros opérateurs télécoms européens. Et en fait, avant d'avoir l'autorisation de l'autorité de la concurrence européenne, qui est la Commission européenne, ils avaient aligné la pratique commerciale. Donc les offres commerciales étaient alignées entre les 2 opérateurs, alors que l'opération n'avait pas été closée. Voilà par exemple typiquement le genre de choses qu'on veut vérifier. Ça, c'est sanctionné de la même façon que si on avait fait un défaut de notification. Très bien, très clair. Alors justement, quand il y a ces défauts et qu'il y a sanction, notamment dans une opération de private equity, qui va payer la sanction? Est-ce que c'est la cible? Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est les deux? Mais est-ce que c'est le vendeur? Qui va prendre en charge les frais financiers? En fait, vous avez ce qu'on appelle dans une opération de contrôle des concentrations, on a ce qu'on appelle là où les parties notifiantes. C'est celles qui vont déposer. Alors, ce n'est pas elles qui rédigent, hein, en pratique, vous avez bien compris, c'est les conseils qui font ça. Mais en tout cas, on dépose au nom d'eux. Oui. Et cette partie notifiante, la plupart du temps, c'est l'acquéreur. Et alors, il n'y a pas de débat quand l'acquéreur acquiert 100% de la cible, ça, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que si on n'acquiert qu'une partie de l'entreprise et que donc restent les actionnaires fondateurs ou historiques ou ceux qui étaient actionnaires à ce moment-là, et qu'eux aussi ont le contrôle, au sens du droit de la concurrence, c'est une notification conjointe. Donc les 2 sont responsables des informations qui sont mises dans la notification et donc sont passibles de sanctions si en cas de défaut de notification ou de transmission, attention. Notifier, ce n'est pas parce qu'on notifie qu'on est exempt de sanctions. Oui. Notifier des informations erronées, bien sûr, ou éventuellement ne pas transmettre certaines informations par omission, c'est aussi quelque chose qui peut être sanctionné. Et donc, à ce moment-là, si c'est une notification qui doit être faite par par deux actionnaires, c'est une notification conjointe, donc les 2 sont responsables. Si c'est un seul, la plupart du temps, c'est l'acquéreur, en majorité des cas.
Merci Maître. En octobre 2024, donc, tu as une entreprise sans la nommer. Donc, les services d'instruction et d'enquête du Conseil de la concurrence, ils ont procédé à une perquisition et parce que la société a été suspectée d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Si vous pouvez partager avec nous pourquoi, a priori parce qu'il y avait des contrats d'exclusivité avec quelques clients, mais l'objectif pour moi, quels sont vos conseils pour les entreprises? Parce qu'aujourd'hui, quand ce service débarque dans l'entreprise, comment réagir? Est-ce qu'il faut mettre en place une procédure? Parce que c'est inédit et ça nuit terriblement à l'image des entreprises. On l'a vu avec cette perquisition. Bon, on ne donne pas le nom parce que le Conseil de la concurrence ne l'a pas donné, mais on sait tous qui c'est. Et donc, ça nuit véritablement à l'image des entreprises et ce complément de question est très intéressant. Oui, en fait, c'est pour ça que ça renforce encore ma thématique, le fil rouge que je déroule depuis tout à l'heure, qui est on n'est pas dans le cadre de l'obtention d'une autorisation administrative. Les pouvoirs du Conseil de la concurrence, ils ne se limitent pas uniquement à vérifier l'autorisation. Ce n'est pas une institution administrative, c'est un opérateur, une autorité administrative indépendante. Donc ils ont un rôle. Le rôle, ce n'est pas uniquement de vérifier que votre dossier est complet. Le rôle, c'est qu'ils ont également des services d'instruction qui sont en charge d'aller faire respecter les bonnes règles de la concurrence. C'est un régulateur. C'est un régulateur et ça prend la forme, si vous suivez la procédure en matière de pratiques anticoncurrentielles, cette procédure, elle est très similaire à la procédure pénale. Okay. Donc vous avez à un moment, alors le rôle d'enquête, il est fait par le conseil et pas par la police judiciaire, si on doit faire un parallèle avec le pénal. Oui. Par contre, l'instruction est faite aussi par le conseil à la même façon que le fait le procureur du roi. Et ensuite, on a l'instance de jugement, qui sont les membres du Conseil de la concurrence, ceux qui ont été désignés selon les modalités de la loi. Donc, vous avez dans la même institution l'enquête, l'instruction, le jugement. Ce n'est pas les mêmes personnes qui font, évidemment. Et donc, dans la partie enquête, de la même façon que pourrait le faire la police judiciaire dans une affaire criminelle ou délictuelle, le Conseil de la concurrence se déplace et a le droit, alors évidemment, la plupart du temps, on demande une information et on vous la transmet, ça c'est la voie normale. Parfois, vous êtes auditionné, donc vous vous déplacez au Conseil de la concurrence, on vous auditionne. Et parfois, comme dans le dossier dans lequel vous avez discuté, on est dans une logique de perquisition, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, évidemment, sans prévenir, c'est le principe. Et ils sont arrivés, et avec la force publique, la police judiciaire, avec l'autorisation du procureur du roi, ils sont venus sur place pour consulter des documents, mais également faire des saisies. Et donc, ils ont saisi, alors maintenant, évidemment, on ne saisit plus des cartons de documents, on saisit des disques durs, mais vous avez compris l'idée. Et effectivement, ça a un petit peu... C'est un petit peu impressionnant en disant, attendez, nous, on était partis sur, on dépose un document quand on fait une acquisition, et maintenant, on a le Conseil de la concurrence qui vient avec la PJ. Alors, j'ai plus de mémoire, mais je crois qu'ils sont restés 9h, 10h dans l'entreprise, donc c'était pas une demi-heure. Et donc, il y a eu beaucoup de documents qui ont été saisis pour revue, etc. Donc, maintenant, c'était aussi une démonstration, ce qui est aussi le principe du Conseil de la concurrence, en disant on détient ce pouvoir, on l'applique. Donc maintenant, comment on gère ça? Comment l'entreprise maintenant gère ça? Donc évidemment, il ne faut pas céder à la panique. De toute façon, il n'y en a eu qu'une seule pour le moment. Mais l'idée, c'est qu'il faut se préparer, c'est comme tout. Donc de la même façon, il ne faut pas considérer qu'on est dans une procédure administrative basique. De la même façon, on se dit, si on est typiquement, dans un premier temps, on n'est pas dans une logique d'appréhender cette possibilité pour tous les secteurs d'activité, mais si on est dans un secteur d'activité, je ne dirais pas un secteur dans lequel il y a un sujet de concurrence, je dis un secteur dans lequel c'est un secteur qui est sensible. Et les secteurs qui sont sensibles, ils sont souvent similaires dans tous les pays du monde, ce qui est assez surprenant, dans les économies libérales, évidemment. Et qui vont avoir un impact direct sur la consommation, sur les prix à la consommation, etc. Oui, il y a aussi cet élément-là qui est un élément important. Et des secteurs qui sont, de par leur histoire, on va dire, peut-être pas monopolistiques, mais à minima oligopolistiques, c'est-à-dire détenus par une partie très faible, ou très peu de 3-4 acteurs majeurs, qui ne permet pas, a priori, d'avoir un libre jeu de la concurrence. Donc voilà. Alors, je ne dis pas que ces opérateurs sont en contradiction avec la concurrence, je dis c'est le fruit de l'histoire, et ce qui fait que ces secteurs-là sont plus sensibles que d'autres. Ouais. Voilà. Donc c'est typiquement ce genre de secteur qui se prépare. C'est ce type de secteur qui se prépare. Alors comment on se prépare à la perquisition? Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment pas cacher les informations, c'est pas comme ça qu'on se prépare. Mais déjà, c'est assez classique. Il faut informer en démarrant par l'accueil de l'entreprise jusqu'à la direction générale.
Et on va même souvent, on le fait au Maroc, mais essentiellement pour les multinationales, on va même jusqu'à faire des simulations. On se fait passer pour des gens du Conseil de la concurrence et on voit comment les différents membres de l'immense entité d'entreprise réagissent face à cette situation. Finalement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, hein. Il faut être préparé lorsqu'on est dans un secteur à risque. Oui, et puis surtout, en fait, il y a une logique qui est la suivante. La logique, c'est qu'il ne faut pas essayer de cacher des choses parce que c'est dangereux pour la suite de la procédure, mais en même temps, il ne devrait pas y avoir de logique à ce que le conseil puisse récupérer des informations qui ne sont pas dans le champ de son application. Donc c'est ça le sujet. C'est ça qu'on voit, c'est assez similaire à des sujets de perquisition. Après, c'est toujours la même chose. Si vous laissez les membres du conseil faire ce qu'ils veulent, se balader dans l'entreprise, on va trouver d'autres informations en disant ça, c'est un élément qui est intéressant, mais ce n'est pas le champ de cette perquisition. Ouais. Voilà. C'est là aussi que les conseils jouent un rôle, évidemment. C'est parce que le conseil vient en nous disant, voilà, on vient sur la base de tels et tels éléments, et donc on a besoin de telles et telles informations. On ne peut pas les laisser regarder tous les documents d'entreprise. Donc ça aussi, c'est le rôle qui doit être joué. Très bien. Farid, une dernière question. La question que tu adores. Oui, la question qu'on a posée à tous les experts qu'on a invités ici, combien ça coûte pour un fonds d'investissement qui va faire appel à un conseil juridique pour l'accompagner sur toute cette procédure de notification du Conseil de la concurrence? Alors, il y a un prix qui est affiché. Le prix qui est affiché, c'est ce qui a été mis en place depuis la réforme du droit de la concurrence en 2022, c'est la redevance. Maintenant, ce qui n'était pas le cas avant 2022, avant on notifiait et il n'y avait pas de frais à payer. Aujourd'hui, maintenant, on paye des frais, c'est ce qu'on appelle la redevance. Cette redevance, c'est un pourcentage du montant de l'opération. En l'occurrence, c'est un millième du pourcentage du montant de l'opération. Et elle est plafond plancher. Donc, le plancher, c'est 20 000 dirhams et le plafond, c'est 150 000 dirhams. Cette redevance, elle a été mise en place parce que le conseil dit qu'il n'a pas besoin d'argent, il a bien de la chance, mais surtout parce qu'ils vont mettre en place une procédure accélérée. Et donc, c'est ce qui permet de justifier la mise en place de redevances en disant, pour le tarif normal, voilà ce qu'il en est. Donc ça, les montants dont je viens de vous parler, c'est pour la procédure classique. Si vous voulez avoir la procédure accélérée, c'est le double. Donc le minimum, c'est 40 000 dirhams et le maximum, c'est 300 000 dirhams. Donc voilà pour le principe. Et pour entrer dans les spécificités, si on doit arriver sur également la création de JV, comme la création de JV, il n'y a pas de montant d'opération, c'est le plafond classique. Donc on est sur un montant flat qui est 20 000 dirhams en procédure normale et 40 000 dirhams en procédure accélérée. Très bien. Plus les frais d'accompagnement Plus les frais d'accompagnement. Et alors là, si les frais des conseils étaient fixés, ça serait une pratique anticoncurrentielle. C'est ce qui a été. Je vous renvoie sur ce qui est arrivé aux architectes et aux experts comptables. Donc évidemment, c'est le conseil qui établit dans une logique extrêmement libérale avec son client les frais d'accompagnement. Qui va payer les frais? Alors la plupart du temps, c'est l'acquéreur. La plupart du temps, c'est la partie notifiante, donc la plupart du temps, c'est l'acquéreur. Et très souvent, si les deux sont des parties notifiantes, la plupart du temps, c'est l'acquéreur parce que ça fait partie du coût de la transaction, on va dire ça comme ça. Passionnant, passionnant, Maître Melnissi. On aurait voulu vous retenir encore plus pour continuer de discuter de ce droit de la concurrence, encore méconnu, hein, avouons-le, au Maroc. Donc, effectivement, il y a un travail de pédagogie à faire. C'est ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé du cabinet Figes Melnissi. Vous êtes donc conseiller juridique. Merci encore une fois et merci à vous, Farid Mousdel. Mesdames, messieurs, à bientôt.